La question qui est posée à l'école française dans les années 60, elle est de savoir comment on gère ce prolongement de la période d'instruction obligatoire jusqu'à 16 ans. Est-ce qu'on crée de nouvelles classes de fin d'études? Bon, comme l'objectif, c'est quand même d'unifier le primaire et le secondaire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire une école plutôt primaire ou une école plutôt secondaire? À quoi ressemblera cette école unique future qui devra scolariser tous les élèves? Eh bien, ce qu'on constate quand on regarde l'histoire de cette unification, c'est que c'est le modèle secondaire qui a gagné. Alors, pour faire le point et pour montrer cette victoire du modèle secondaire et en saisir les enjeux, il faut d'abord constater que cette victoire du modèle secondaire passe par la disparition du primaire supérieur. Je vous rappelle qu'après l'école primaire classique, après le certificat d'études, bon, les élèves depuis 1936 allaient en classe de fin d'études, et puis ils pouvaient ensuite aller aux cours complémentaires. C'était une forme d'enseignement primaire supérieur. Le cours complémentaire, c'était un enseignement qui était adapté aux enfants qui étaient assez peu familiers avec la culture scolaire. C'était un système qui était dans la continuité du primaire. Ils ont remplacé les écoles primaires supérieures. Les écoles primaires supérieures ont été supprimées pendant la Seconde Guerre mondiale par le régime de Vichy, et on a mis en place ensuite les cours complémentaires à la Libération. Et ces cours complémentaires étaient très adaptés aux élèves qui sortaient du primaire, c'est-à-dire que dans le primaire, les élèves avaient en général un seul instituteur. Bon, dans les cours complémentaires, ils avaient plusieurs professeurs, mais ils en avaient assez peu. C'était des professeurs plutôt polyvalents. C'était le même professeur qui faisait le français et l'histoire géo, c'était le même professeur qui faisait les mathématiques et la physique. Donc il y avait une approche qui rappelait un peu celle du primaire et puis qui était beaucoup basée sur la mise en activité des élèves, où on faisait plutôt des travaux pratiques, des travaux dirigés et moins des cours traditionnels comme on peut le faire dans l'enseignement secondaire. C'est un système qui avait un certain succès, le système des cours complémentaires. Il faut savoir qu'à la fin des années 50, on donnait le choix aux élèves qui obtenaient une bourse. S'ils obtenaient une bourse, ils pouvaient, s'ils le voulaient, aller au lycée, et ils pouvaient aussi aller aux cours complémentaires. Ils choisissaient. En fait, ils étaient admis dans les deux. Et on a remarqué, c'est le livre d'Antoine Pro, L'enseignement s'est-il démocratisé, qui l'a mis en évidence. On a remarqué que le cours complémentaire est choisi 7 fois plus souvent par les familles. Donc c'est la preuve qu'il y a une demande d'enseignement de type primaire supérieur, une forte demande. Or, qu'est-ce qu'on fait en 1959 lorsque on rend l'instruction obligatoire jusqu'à 16 ans? En fait, on crée les collèges d'enseignement général. On remplace les cours complémentaires par le collège d'enseignement général et on fait commencer le CEG, le collège d'enseignement général. Le CEG, on le fait commencer en 6e, dès la 6e. En fait, on se calque sur le modèle du lycée, où là aussi, il y a une rupture du passage de la 7e à la 6e, où on entre dans ce qu'on appelle aujourd'hui le collège, qui est à l'époque le lycée, la partie plus noble du lycée. Et les CEG, en fait, se calquent sur le modèle du lycée. Ils ont des professeurs plus spécialisés, ils ont des matières plus théoriques. En fait, ça ressemble beaucoup au secondaire. Et les CEG, héritiers des cours complémentaires, ressemblent en fait beaucoup plus au lycée qu'aux cours complémentaires. Ils suivent le modèle du lycée. Donc le primaire supérieur, en fait, est en train de disparaître derrière le modèle secondaire. Alors, qu'est-ce qui reste de primaire? Il reste juste une chose. Alors, il faut voir ça si on prend un peu la chronologie de l'unification à partir de 59. Eh bien, on voit qu'il reste une possibilité de faire des études dans le primaire quand on a 11-12 ans, après 59. C'est
c'est d'aller dans les groupes d'observation dispersés. Alors, on reprend, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, quand on passe en sixième, en 1959, puisque maintenant tout le monde passe en sixième. Bon, quand on passe en sixième, eh bien, on entre dans ce qu'on appelle le cycle d'observation. En fait, ça c'est une nouveauté, créée en 1959. Berthoin a pris un décret en 1959 qui institue le cycle d'observation. Le cycle d'observation, c'est 2 années, 6e, 5e, qui sont les mêmes dans tous les établissements, en CEG comme en lycée. Donc vous pouvez aller suivre votre cycle d'observation en CEG, qui remplace les cours complémentaires, CC c'est les cours complémentaires, et vous pouvez y aller en lycée. Mais il reste, comme je vous le disais, il reste une possibilité de faire du primaire. Le primaire, c'est ce qu'on appelle les groupes d'observation dispersés, les GOD. Et ça a existé entre 61 et 63 essentiellement. Alors qu'est-ce que c'était ? C'était des classes de 6e et de 5e, mais dans les écoles primaires, qui étaient animées par les instituteurs du primaire, où on faisait la même chose que dans les CEG et les lycées, mais dans une atmosphère qui rappelait beaucoup plus l'école primaire, à la fois dans les pratiques, dans le rapport à l'enseignant, le rapport aux connaissances. Et cet enseignement de groupes d'observation dispersés aurait pu représenter un modèle pour une unification sur le modèle du primaire. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Les groupes d'observation dispersés, ils ont été supprimés le plus vite possible. En fait, c'était juste une solution de secours. Quand on n'avait pas assez de place dans les CEG ou dans les lycées, eh bien, on créait des groupes d'observation dispersés, mais c'était le temps de construire le CEG. Une fois le CEG construit, on fermait le plus vite possible les GOD. Donc, ça représentait une possibilité d'unification sur le modèle du primaire. Mais ça a été supprimé le plus vite possible. Donc l'unification, elle se fait sur le modèle du CEG et du lycée qui se ressemblent beaucoup. Et cette unification, je voudrais souligner le fait qu'elle est très limitée. C'est le titre qui s'est affiché il y a quelques minutes. Une unification très limitée. Parce que, après la 5e, arrive le cycle dit d'orientation. Donc les élèves font tous la même chose en 6e et 5e. Mais en 4e, ils vont choisir entre 3 possibilités. Le cycle d'orientation, c'est soit l'enseignement général long. Le général long, ça se fait dans les lycées. Donc vous ferez votre 4e en lycée. Vous pouvez aussi choisir le général court. Alors le général court, ça ne mène pas au baccalauréat comme le général long. Le général court, ça mène au brevet, qu'on appelle à ce moment-là le BEPC, et le brevet, qu'on passe donc en fin de 3e, théoriquement c'est la fin des études. Après on peut faire éventuellement une formation technique, mais c'est l'héritier justement des cours complémentaires. Et puis reste une catégorie d'élèves qui va faire ce qu'on appelle l'enseignement terminal. L'enseignement terminal sont les classes pratiques, les classes de transition, qui sont destinées en priorité aux élèves qui ont rencontré des difficultés. Voilà, donc 3 voies possibles pour ce cycle d'orientation. Donc l'unification n'existe plus en 4e et 3e. Oui, mais me dira-t-on, on a quand même réussi à la faire en 6e et 5e. En fait, sur le papier, oui. Mais cette unification en 6e et 5e, elle n'est pas tout à fait véritable, parce que, puisque, vous voyez, le général long et le général court se font dans des établissements différents, le général long en lycée, le général court en CEG, ça veut dire qu'un élève, par exemple, qui a fait sa 6e en CEG, qui a fait son cycle d'observation en 6e, 5e en CEG, s'il veut faire du général long, il faut qu'il change d'établissement, il faut qu'il aille au lycée. C'est tout à fait possible. De même, un élève qui a fait sa 6e et 5e en lycée, pour son cycle d'orientation, il peut aller en général court et il changera d'établissement, il ira en CEG. C'est tout à fait possible. Sauf que ça ne se fait pas. C'est possible, mais ça ne se fait pas. En fait, en 1963, on a mesuré que seul 1% des élèves utilisaient cette possibilité d'orientation. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que les élèves s'orientent en fait non pas en 4e, mais 99% des élèves, ils s'orientent dès la 6e. Dès la 6e, ils choisissent
s'ils feront du général court ou du général long. S'ils vont en CEG, c'est qu'ils feront du général court. S'ils vont en lycée faire leur 6e, c'est qu'ils feront du général long. Donc l'unification, elle existe sur le papier, mais dans les faits, elle ne s'est pas faite. Alors c'est pour ça qu'en 1963, justement, prenant conscience du problème, on crée un nouveau type d'établissement, les collèges d'enseignement secondaire. Les CES, c'est le décret Fouchet qui a été préparé par Jean Capelle, et ce décret prévoit de mettre en place de nouveaux établissements dans lesquels il y aura toutes les voies. Il y aura général long, général court et enseignement terminal, tout dans le même établissement. Comme ça, les élèves, ils rentrent en 6e en CES, ils font leur cycle d'observation 6e, 5e en CES, et arrivés en 4e, les choisiront ce qu'ils voudront. Donc là, on a réussi quand même assez bien l'unification, au moins sur 6e et 5e. Oui, mais les CES, ils existent là où on en crée. La question, c'est est-ce qu'on en crée beaucoup? Ben, pas tant que ça. En fait, les CES, ils ne remplacent pas les CEG. Et ils ne remplacent pas les lycées. Les CES, ils existent en plus. Alors évidemment, comme à l'époque, on construit beaucoup de collèges. Hein, on a calculé qu'entre 65 et 75, on inaugurait en moyenne un collège par jour ouvrable. Donc voilà, des jours ouvrables dans l'année, vous en avez à peu près 250, on inaugurait à peu près 250 collèges par an. Donc c'est une époque de très forte construction, donc ça fait beaucoup de CES. Mais enfin, c'est très progressif, ça ne se met pas en place du jour au lendemain, les CES. Les lycées, les CEG continuent à dominer le paysage pendant encore un bon bout de temps. Donc, les CES, c'est une formule en plus. Ça fait une structure supplémentaire. Alors, pourquoi pas, mais ça veut dire que ça ne supprime pas la logique duale entre CEG et lycée. En fait, les élèves qui vont en CEG, c'est toujours général court, ceux qui vont en lycée, c'est toujours général long. Il n'y a que pour ceux qui vont en CES que là, l'unification se fait. Donc encore une fois, ça montre que l'unification, elle est très progressive et elle ne supprime pas les facteurs de division qui pouvaient exister encore. En fait, on n'a pas remplacé les anciens, le secondaire et le primaire, on a plus accumulé un nouveau type d'établissement, on a fait coexister les différents types d'établissements. Et dans les faits, la logique duale continue à exister. En fait, on n'a pas fait ce qu'on a fait sous la Troisième République, qui était que, constatant qu'on abordait une situation nouvelle, à l'époque de Jules Ferry, dans les années 1880, on est face à une situation nouvelle, puisque on va scolariser tous les élèves. Jusque-là, il y a à peu près que les 3/4 qui étaient scolarisés. Constatant qu'on allait scolariser tous les élèves, on s'est dit, il faut inventer, il faut fonder une nouvelle école. Une école qui aura ses maîtres, ses bâtiments, ses livres, ses outils pédagogiques en général, son mobilier, son décor, son idéologie, ses principes. Enfin voilà, on a fondé toute une école cohérente, tout un modèle scolaire cohérent à l'époque de Jules Ferry. Eh bien là, on ne l'a pas fait.